Ok, décortiquons un peu ça aujourd'hui. On a souvent cette idée que la technologie de stockage de données la plus ancienne de l'humanité, c'est une tablette d'argile avec des symboles cunéiformes dessus. L'invention de l'écriture, quoi. Ouais, voilà. Mais en fait, des dizaines de milliers d'années avant le tout premier alphabet, le cerveau humain avait déjà trouvé un moyen de pirater ses propres limites pour sauvegarder des infos vitales. Et c'est fascinant quand on y pense. Ah mais c'est fou. Le premier disque dur de l'histoire, c'était juste une paroi de roche un peu froide, et la première clé USB, c'était un morceau de charbon de bois. Du coup, l'objectif de notre plongée en profondeur aujourd'hui, c'est de déconstruire un mythe extrêmement tenace. Le mythe de l'artiste. C'est ça. Quand on parle de dessin, tout de suite, on a cette image du génie solitaire, tu sais, l'artiste un peu romantique, limite avec son béret, devant son chevalet, qui est frappé par une inspiration mystique. Ouais, le fameux don que le commun des mortels n'aurait pas, en fait. Exactement. Le talent inné. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est bien plus profond que ça. Notre réflexion, elle s'appuie sur une source unique. Un article super dense et hyper éclairant. Très dense, ouais. Il a été publié le 24 avril 2026 sur le Ajuchi Superblog. L'auteur, c'est Side Thinker. Et ça s'intitule « Le dessin, une histoire de la visualisation humaine ». Et la mission de ce texte, elle est super claire. Ce qui est fascinant ici, vraiment, c'est que l'acte de dessiner, ça n'a pas commencé dans le but de remplir des galeries d'art, quoi, ou même d'exprimer une émotion pure, hein. Non, pas du tout. À l'origine, c'est une technologie de survie. C'est un acte d'ingénierie sociale et cognitive. L'auteur démontre que le dessin, c'est tout simplement le premier système de représentation visuelle de l'humanité. Un outil purement cognitif, en fait. Exactement. Et ça va suivre une trajectoire hyper précise, du symbole fonctionnel à la grammaire, puis la science, l'industrie, pour finir sur les systèmes numériques qu'on connaît. Et pourquoi c'est pertinent pour tout esprit curieux aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde qui est littéralement saturé d'images. Ah notre réalité, elle est complètement médiatisée par ça, oui. Entre les écrans tactiles, les flux vidéo qui défilent à l'infini, si on comprend l'évolution du dessin, on a la clé pour décoder comment notre réalité moderne est construite, en fait. C'est tout à fait ça. Du coup, replongeons un peu dans ces fameuses grottes préhistoriques. Parce que l'idée que ces peintures rupestres, tracées avec de l'ocre ou du charbon, c'était juste de la déco ou de l'art primitif, Ça, c'est totalement balayé par l'article. mais complètement. On parle de manuels de survie, là, de communication symbolique stricte. Moi, en lisant cette partie, j'ai eu une image qui m'est venue. Dessiner un troupeau de bisons sur un mur, c'était une façon de libérer de la bande passante dans le cerveau humain. Ouais, l'analogie de la bande passante est très juste. Mais avec une petite nuance quand même. Ah, laquelle? C'est que ce stockage, il n'était pas passif. Faut imaginer l'humain préhistorique face à un environnement super hostile et avec une mémoire de travail qui reste limitée. Oui, il peut pas tout retenir. Voilà, donc le fait d'externaliser cette information sur une paroi, ça permet de stabiliser l'idée et surtout de l'analyser collectivement. C'est pas juste genre «Oh, regardez, j'ai vu un bison hier». C'est plus stratégique. C'est une cartographie comportementale. C'est voici la morphologie de la proie, voici où il faut frapper, voilà le cycle des migrations. On s'en fiche complètement du réalisme photographique là. C'est pas Instagram, quoi. C'est ça. On cherche juste l'efficacité absolue de l'information pour que le groupe survive et puisse transmettre ça à la génération d'après. En fait, c'est du design fonctionnel à l'état pur. C'est fou. Mais pour que cette donnée soit utile à beaucoup plus grande échelle, quand les sociétés commencent à devenir massives, mais il faut l'organiser. Et c'est là qu'on bascule vers l'Antiquité. Ouais, avec des civilisations colossales comme l'Égypte ou la Grèce antique, on sort de la grotte et on entre dans la codification. C'est comme si le disque dur recevait son premier vrai système d'exploitation. C'est une super façon de le voir. L'enjeu, c'est plus juste de partager une astuce de chasse. Il faut administrer des empires entiers, graver des mythologies dans le marbre. Et l'Égypte antique, elle fait un truc remarquable. Les hiéroglyphes? Oui, l'image et l'écriture fusionnent complètement. Mais regarde comment il dessine les corps humains. Ah oui, le fameux profil. Voilà, le visage de profil, mais l'œil de face. Les épaules de face, mais les jambes de profil. Pendant des siècles, on a regardé ça de manière un peu condescendante. Genre, les pauvres, ils savaient pas dessiner la perspective. Exactement, alors que c'est l'inverse. Bah oui, en lisant la source, j'ai enfin compris la mécanique derrière ce choix stylistique. En fait, c'est une question de lisibilité maximale des données. Tout à fait. Si tu dessines un bras de face, ça ressemble juste à un espèce de tube. C'est pas clair, mais de profil, on voit direct comment ça s'articule, sa fonction est évidente.
En gros, les Égyptiens, ils faisaient des schémas techniques en vue éclatée. C'est exactement le terme, oui. Ils assemblaient les parties du corps sous leur angle le plus informatif, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté à la lecture. C'est un triomphe de la sémiotique, pour le coup. La grammaire égyptienne exigeait que le sens soit prioritaire sur l'illusion d'optique. L'image, c'est littéralement un texte. Et la Grèce, du coup? Parce qu'ils partent dans une direction différente, non? Complètement différente. La révolution cognitive grecque, c'est la rationalité. Eux, ils veulent appréhender le monde par les mathématiques. Le dessin devient un outil de mesure, une quête géométrique. Avec les histoires de proportions, le nombre d'or. Voilà. L'étude de l'anatomie sert à démontrer que l'être humain est régi par des proportions divines, les mêmes qui régissent le cosmos tout entier, en fait. Ils cherchaient la formule mathématique de la beauté. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant et que mon cerveau est un peu bloqué à la lecture, on a cet apogée de la rigueur anatomique grecque, hyper réaliste. Et soudain, on bascule au Moyen-Âge. La fameuse rupture. Ouais, et visuellement, quand on regarde les enluminures ou les vitraux de l'époque, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. Les corps sont super rigides, il n'y a plus aucune profondeur, tout est plat. C'est vrai que ça surprend. Au premier regard, c'est, on dirait, une amnésie technique collective. Genre, comment l'humanité a pu juste oublier comment on dessine la réalité? Mais en fait, c'est le piège classique de l'histoire de l'art. On a tendance à voir ça comme une régression. Mais l'humanité n'a absolument rien oublié. Elle a juste changé radicalement de système de valeurs. C'est-à-dire, Eh bien, la société médiévale, elle se désintéresse du monde matériel. Le monde physique est perçu comme temporaire, imparfait, voire corrompu. Donc le but du dessin, ça n'est plus de copier la réalité physique, mais de cartographier l'invisible. le spirituel. Le spirituel, le théologique, l'ordre divin. Tu sais quoi, il y a une analogie qui m'a vraiment aidé à capter cette logique en lisant. J'ai pensé à nos panneaux de signalisation modernes. Ah, comment ça? Prends le panneau « Attention école ». Le dessin de l'enfant qui court, il est hyper plat. Il n'y a pas d'ombre, les proportions sont pas exactes. Mais si on appliquait la rigueur anatomique grecque à ce panneau avec des beaux jeux de lumière et des muscles bien définis, le cerveau de l'automobiliste y mettrait une fraction de seconde de trop à analyser l'image. Et il écraserait l'enfant. Voilà, le manque de réalisme du panneau, en fait, c'est sa plus grande force. Donc, est-ce qu'on peut dire que le dessin médiéval, c'était une sorte d'immense infographie géante pour avoir un impact pédagogique direct? Si on relie ça à une vision plus globale de l'époque, cette comparaison est parfaite. La société médiévale avait besoin de transmettre des dogmes très complexes à une population qui, dans sa majorité, ne savait pas lire. Ah bah oui, évidemment. Donc, l'absence de perspective réaliste, ça permet de créer une hiérarchie visuelle claire. Sur un parchemin de cette époque, la taille d'un personnage, ça n'indique pas du tout sa distance par rapport à toi. Ça indique son importance. Exactement, son poids métaphysique. Un saint va être dessiné 3 fois plus grand qu'un paysan au premier plan, tout simplement parce qu'il occupe plus d'espace dans la hiérarchie divine. C'est fou ça? C'est une architecture de l'information qui est d'une efficacité redoutable pour eux. Une infographie spirituelle en gros. Mais bon, ce système-là, il fonctionne tant que tout le monde est tourné vers le ciel, vers le divin. Qu'est-ce qui se passe quand l'Europe recommence à regarder le monde terrestre, le commerce, les explorations, la construction de dômes immenses? Là, le dogme, il suffit plus pour naviguer ou bâtir une cathédrale. Il faut de nouveau mesurer l'espace. Et c'est là que démarre la Renaissance. L'article de Sighthinker parle d'une véritable science de la représentation. Et le mot science est loin d'être exagéré. C'est à ce moment-là qu'on invente la perspective linéaire, le fameux point de fuite. Ouais. En fait, c'est une véritable technologie optique. On pourrait presque dire que c'est un algorithme avant l'heure. Un algorithme visuel, ouais. Des gens comme Brunelleschi ont compris un truc majeur. Pour simuler la profondeur en 3D, sur un bout de papier en 2D, il fallait que toutes les lignes parallèles convergent vers un seul et même point sur la ligne d'horizon. C'est carrément un piratage de notre cortex visuel, en fait. En structurant l'image de façon purement mathématique, il force notre œil à voir de la profondeur là où c'est juste totalement plat. C'est l'illusion parfaite. Et des génies comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, ils se contentaient pas d'observer. Ils allaient disséquer les cadavres, ils étudiaient comment la lumière se réfractait. Au fond, moi l'impression que ça me donne, c'est qu'ils agissaient comme des ingénieurs. Ils étaient en train de construire l'appareil photo ultra haute définition parfait, mais des siècles avant l'invention de la pellicule. Alors, garde bien cette métaphore de l'appareil photo en tête parce qu'elle est capitale pour la suite. Ok. En maîtrisant à la perfection cette espèce de caméra mathématique, la Renaissance a fini par enfermer le dessin dans une cage hyper stricte. L'image, c'est devenu une simple fenêtre ouverte sur le monde, capturée depuis un seul point de vue et totalement figée dans le temps. Donc c'est très rigide. C'est le triomphe absolu de la géométrie, ouais.
Mais ça reste une vision terriblement statique de la réalité. Et c'est ça qui explique la rébellion brutale de l'époque moderne. Parce que quand on regarde les 19e et 20e siècles, c'est comme si les artistes, alors qu'ils avaient enfin cet appareil photo parfait capable de tout reproduire, ils avaient juste décidé de le prendre et de le fracasser contre un mur. C'est une belle image, et c'est un peu ça. Quand on voit l'impressionnisme, l'expressionnisme ou le cubisme, on voit une distorsion qui est assumée, volontaire. Au début, on pourrait dire ils ont abandonné la technique, mais en fait non. J'ai plutôt l'impression qu'ils essayaient désespérément de capturer ce que les maths de Vinci ne pouvaient pas enregistrer. C'est exactement le cœur du bouleversement moderne. La perspective linéaire dont on parlait, elle ne peut pas capturer le temps qui passe. Elle ne peut pas capturer la subjectivité ou l'émotion humaine. Ouais. Prends le cubisme, par exemple. Souvent, les gens voient ça comme un chaos aléatoire. Des bouts de visage dans tous les sens? Voilà. Mais c'est pas du tout ça. C'est une tentative de résoudre un problème de dimension. Comment tu fais pour montrer la totalité d'un objet? Si tu dessines une tasse de profil, tu caches l'intérieur. Logique. Ce que fait le cubisme, c'est qu'il fragmente l'objet pour te montrer le profil, le dessus et le dessous, tout ça en même temps. C'est comme si l'artiste tournait physiquement autour de l'objet dans le temps et qu'il aplatissait toutes ses observations chronologiques sur une seule et même toile. Ah ouais, c'est dingue vu comme ça. Le dessin, ça n'est plus une simple imitation optique. Ça devient une recomposition conceptuelle. Et de l'autre côté, t'as l'impressionnisme qui essaye de dessiner, genre, l'impact des photons sur la rétine, plutôt que l'objet lui-même. C'est une libération de fou. Absolument. Mais alors, cette soif d'exploration individuelle, intime, ça nous amène à un contraste énorme quand on aborde la dernière partie de l'Anaïs sur l'époque contemporaine. Oui, le ton change radicalement. C'est clair. Le vocabulaire de la source change du tout au tout. Fini les grands débats sur la lumière ou l'âme de l'artiste. Là, l'auteur parle de l'industrie du dessin, le concept art pour le cinéma, les jeux vidéo, le design. Il y a des mots comme workflow, pipeline de production, actif industriel. C'est très technique. On est passé de l'atelier d'artiste bohème à l'usine d'assemblage automobile. Du coup, la question qui se pose, c'est: est-ce que le dessinateur d'aujourd'hui, c'est devenu un simple opérateur qui serre des boulons sur une machine algorithmique? Alors, c'est vrai que le terme d'opérateur peut sembler réducteur, parce que l'intention créative reste le moteur central. Ceci soulève une vraie question, mais disons que la méthode a muté. Muter comment? À cause de l'échelle. Pour créer un univers visuel complet pour un film à 200 millions de dollars ou un énorme jeu vidéo, un individu tout seul ne peut pas suivre. Le dessin est devenu une brique dans une infrastructure géante. Donc le fameux pipeline. Exactement. Dans un studio, aujourd'hui, un concept art n'est jamais le produit final. C'est un actif industriel. Imagine, un artiste dessine un croquis de vaisseau spatial. Ce croquis, il est envoyé au département 3D qui construit la forme. Ensuite, ça passe aux textures, puis à la lumière, puis à l'animation. C'est un travail à la chaîne, quoi. Oui, le trait de crayon du début, c'est juste la première ligne de code d'un système visuel énorme. Le dessin, c'est devenu une interface de communication entre des techniciens. Et j'imagine que c'est cette obsession de l'optimisation qui ouvre la porte à la toute dernière étape du TechShed, l'intelligence artificielle générative. C'est la suite logique. On entend tellement de discours alarmistes là-dessus en ce moment, mais j'ai trouvé l'approche de la source hyper rafraîchissante. Parce qu'elle inscrit ça dans la continuité de l'histoire industrielle. L'IA, elle n'arrive pas par magie pour tuer l'art. Elle s'intègre juste comme le nouveau moteur de cette ligne de production. C'est vraiment la clé de voûte de notre époque. L'IA générative, elle fonctionne sur ce qu'on appelle l'espace latent. En gros, c'est une cartographie mathématique multidimensionnelle qui contient des milliards d'images créées par des humains. D'accord. Donc, quand quelqu'un utilise l'IA, la machine ne dessine pas vraiment, au sens physique du terme. Elle calcule des probabilités de pixels en se basant sur des statistiques. L'auteur dit que c'est un système augmenté par la computation. L'humain ne trace plus la ligne, il manipule le concept. En fait, c'est comme être le directeur artistique de l'algorithme. Exactement. L'humain amène le sens, le contexte, l'émotion qu'il veut transmettre, et la machine se charge d'exécuter le rendu visuel à la vitesse de l'éclair. C'est plus la main qui dessine, c'est le langage direct. Le dessin redevient pur langage, ouais. Et ce qui est vital à retenir ici, c'est que la computation, l'informatique, ne détruit pas l'histoire du dessin, elle la prolonge. C'est une évolution. Voilà. À la Renaissance, on utilisait les maths pour simuler la 3D. Aujourd'hui, on utilise la puissance de calcul des serveurs pour synthétiser des concepts instantanément. L'outil change, oui, mais le besoin humain fondamental de visualiser des choses pour comprendre notre monde complexe, il est toujours là.
Eh ben, quel parcours vertigineux quand on relie tous les points. De la paroi de la grotte où le charbon externalisait notre survie, à l'Égypte qui l'a codifié, au Moyen-Âge qui cartographiait le divin, Jusqu'à la Renaissance, l'art moderne. l'avancement de cet appareil photomathématique que les modernes ont cassé pour y injecter du temps, et nous voilà aujourd'hui à piloter des usines à images colossales et à guider des IA juste avec la force de nos mots. Le dessin, ça a toujours été le système d'exploitation de la pensée humaine. C'est une belle conclusion. Mais parce qu'il y a un mais. Cette trajectoire soulève une réflexion finale que je trouve assez provocatrice pour clore cette analyse. Le dessin est né parce que notre cerveau avait un besoin vital d'interpréter le chaos du monde, tu vois? Oui, dans les grottes. Et aujourd'hui, on cohabite avec des algorithmes qui peuvent non seulement reproduire, mais carrément inventer des visuels inédits à partir de bruits statistiques. Et si la manière dont on dessine le monde façonne la manière dont on le comprend? Où est-ce que ça nous mène? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer le jour où la machine ne se contentera plus de nous assister, mais commencera à dicter sa propre perspective symbolique pour structurer notre réalité visuelle de demain? C'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas doucement en train de céder les murs de notre grotte moderne aux algorithmes? Je laisse ça à la réflexion de ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Merci, c'était passionnant.